Je vais me présenter. OK. Je vais commencer par me présenter parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas des traducteurs avec nous ce soir. Puis ils peuvent se demander, qu'est-ce que les traducteurs font, avec la maladie d'Alzheimer. Alors, mon nom, c'est Sylvie Lemieux. Je suis, docteure en traduction. J'ai étudié, la traduction du point de vue des neurosciences, plus particulièrement l'interprétation simultanée. Ce qui m'a amené à m'intéresser, au processus cognitif, comment ça fonctionne dans la tête du traducteur. Donc, un des processus cognitifs, c'est la mémoire. Et en cours de recherche et par après, je me suis rendu compte que le bilinguisme ou même les gens qui sont polyglottes ont un facteur de protection. Ça leur donne des réserves cognitives. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est pas moi l'experte, là. On va peut-être demander, peut-être M. Simard va pouvoir répondre à cette question-là, mais c'est un fait que ça protège. Puis moi, actuellement, justement, je suis en train de vivre ça. J'ai 69 ans. Actuellement, je travaille à partir du Brésil et j'apprends une quatrième langue, le portugais. Là, je suis en immersion. Je travaille, je fais de la traduction avec l'équipe de Rio en télétravail, mais j'évolue dans le milieu du Brésil où on parle pratiquement pas anglais, pratiquement pas du tout français. J'ai été surprise de voir que les gens ne parlaient pas anglais, même s'ils ont eu les Jeux olympiques il y a quelques années, mais la population pauvre n'a pas accès à des cours d'anglais. Alors, je suis obligée d'apprendre le portugais. Je n'ai pas le choix. Ma survie en dépend. Alors, j'ai appris aussi l'italien. Le printemps dernier, je suis allée en immersion pour apprendre l'italien, rafraîchir mon italien. Alors, j'ai déjà appris l'allemand. Donc, je suis dans cet espace-là beaucoup durant toute ma carrière et je me rends compte que beaucoup de gens qui arrivent dans mon domaine en traduction, les traducteurs vont travailler même 70 ans avancés. Ce qui va les faire quitter la profession, c'est la difficulté de faire face au stress constant parce qu'on travaille toujours avec des échéances. Alors, à un moment donné, ils vont ralentir, ils vont travailler plus au rythme de 3 jours, 2 jours, semaine, puis c'est comme ça, mais cognitivement, sont très, très, très à leur affaire. Puis, je pense que c'est dû justement à ce que notre travail nous permet toute notre vie de garder notre cerveau en forme par la traduction. Par contre, je vais demander ça à M. Simard. On a des facteurs de sédentarité. Vous allez nous expliquer il faut faire attention à ça. Nous, on est très, très sédentaires et on a un autre problème dont vous allez parler, la sociabilisation. On travaille tout seul dans notre coin. On est des travailleurs de la communication, mais on est toujours tout seul, paradoxalement. Donc, ça joue contre nous. Alors, j'espère que vous allez nous brasser les puces pour nous dire de travailler cet aspect-là. Et aussi, on a des facteurs de compensation parce qu'on est tout seul. Donc, parce que là, je vous dis rapidement, c'est un sondage que j'ai fait auprès des traducteurs. On a tendance à compenser par le sucre, par l'utilisation du sucre. Vous allez nous en parler du rôle du sucre dans l'Alzheimer. Alors, on a tendance à compenser par l'alimentation et par le manque de sommeil. Alors, on mange beaucoup, même si on mange nos émotions. On dort pas suffisamment parce qu'on a des échéances, on travaille très, très, très fort. Des fois, on passe des bouts de nuit debout. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Et puis, c'est ça. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Et puis, ah oui, avec la pandémie, ben, c'est encore pire parce que tous les traducteurs maintenant sont à la maison. Comme beaucoup de travailleurs maintenant, on travaille plus que jamais seul devant notre ordinateur. Alors, je vous passe la parole, Éric. Brassez-nous les puces, s'il vous plaît. Ouais, À vous. commençons par le cas de la sédentarité. C'est intéressant, mais euh, techniquement, aujourd'hui, hein, on pourrait, c'est parce que c'est pas une habitude de tous et chacun, mais on pourrait être actif dans la vie de tous les jours de façon momentanée au courant de la journée, 2, 3, 4 minutes, ça serait déjà suffisant pour avoir un impact bénéfique sur la santé. Fait que c'est une habitude qu'on ne met pas en place, en fait, mais qui, pour les traducteurs, peut peut-être être une très bonne idée, là. Si vous avez à faire beaucoup de bureaux, vous avez à rester chez vous, prenez l'habitude de vous lever au courant de la journée puis de faire un peu d'activité physique, peu importe qu'est-ce que c'est.
En fait, vous avez parlé en fait de JC Poirier, Jean-Christophe Poirier, qui fait avec moi les ateliers Vitalier Stavi. C'est exactement ce que JC fait, en fait. Hein, c'est ce qu'il avait répondu quand je lui ai demandé qu'est-ce que lui, il fait pour l'entraînement. C'est un kinésiologue hein, qui passe sa journée à expliquer aux gens comment changer leur habitude de vie. Et lui, c'est exactement ça qu'il fait. Il va faire des très courtes séances de 4-5 minutes d'entraînement momentané. Il va se lever, il va prendre ses poids, il va faire quelques exercices de poids ou il va faire quelques exercices assez simples, comme il nous a déjà montré en fait à l'écran, des squats, même sans aucun poids, lui-même juste son poids personnel, ou quelques push-ups, où il va aller courir un petit peu momentanément. Ça fait que c'est possible en fait de rester quand même actif un petit peu, ne pas être complètement sédentaire par petite période de la journée. Ce qu'on devrait essayer de penser, c'est que la fréquence est probablement plus importante que la durée, l'intensité puis la fréquence. Autrement dit, de faire des courts entraînements, mais quelques fois dans la journée, c'est probablement mieux que d'avoir s'entraîner juste une fois pendant la semaine, puis que ce soit 45 minutes. Donc, on est mieux d'essayer de viser, en fait, une certaine fréquence, puis une intensité quand même pendant ces courtes séances-là, mais d'essayer d'en faire une meilleure fréquence au courant de la semaine. Fait que la sédentarité, ça peut quand même se régler hein, assez facilement, disons. Pour ce que vous avez dit pour les autres facettes, ben, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. En fait, le cas de la sédentarité, si on pousse un petit peu plus loin, pourquoi c'est si important ou c'est quoi l'impact dans l'Alzheimer? Souvent, les gens ont de la difficulté à avoir une idée mentale, pas faire un jeu de mots, de pourquoi, en fait, l'activité physique a un si gros impact sur le fonctionnement du cerveau. En fait, c'est que la démence et l'Alzheimer tous les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires sont tous des facteurs de risque d'Alzheimer. Et la raison, c'est que le cerveau est très, très fragile en tant que tel aux variations de pression artérielle qui peuvent briser des vaisseaux sanguins puis endommager des petits secteurs du cerveau, en fait, qui vont devenir un noyau, si on veut, de dégénérescence nerveuse. Donc, on peut avoir, par moment donné, des secteurs du cerveau, en fait, qui peuvent être affectés, des petits vaisseaux sanguins qui ont éclaté, qui va faire un secteur qui va se dégénérer tranquillement, pas vite, en fait, au fil des années par la suite. Le cerveau est très fragile au bris des vaisseaux sanguins. On en a tous, en vieillissant, des bris des vaisseaux sanguins. C'est une question d'importance, la grosseur du vaisseau en tant que tel. Puis, plus nos vaisseaux sanguins sont en santé, moins on va être à risque, en fait, d'avoir des bris de vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qui maintient les vaisseaux sanguins en santé? Bien, c'est, entre autres, avant tout, l'activité physique ou tous les facteurs de risque en lien avec les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est sûr que d'avoir aussi une saine alimentation, de faire une saine gestion de notre pression artérielle. La pression artérielle est le premier facteur de risque des maladies d'Alzheimer. C'est le plus important. En fait, 35 des cas d'Alzheimer seraient reliés à un mauvais contrôle de la pression artérielle. C'est sûr que le lien avec la pression artérielle et la sédentarité est bien connu. C'est que les gens qui sont pas assez actifs, finalement, ont tendance à développer une plus grande rigidité des artères, ce qui va augmenter la pression artérielle, mais il n'y a pas juste ça aussi, il y a le poids corporel, en fait, bien sûr. Tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique, en fait, hein, un mauvais métabolisme qui est dû à une trop grande sédentarité va avoir aussi une répercussion sur la pression artérielle. Donc, ceci étant dit, il y a beaucoup de facettes en lien, ça va de soi. Mais pour ce que vous disiez, en fait, ce qui est probablement une des choses les plus intéressantes ce soir, là, le cas du bilinguisme en tant que tel. Pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, là, il y a au moins deux facteurs intéressants à mentionner, là. C'est qu'on sait de façon générale que tout ce qui est exigeant pour le cerveau, en fait, va avoir tendance à nous aider à maintenir ce qu'on appelle la réserve cognitive en vieillissant. Donc, en vieillissant, on va perdre en tant que tel des capacités. On va perdre un peu de capacité cognitive quand même en vieillissant, tranquillement, pas vite. Il y a des gens chez qui ça paraîtra à peu près pas. Pourquoi? Parce que justement, d'un côté, ils ont des très bonnes habitudes de vie. Souvent, ces gens-là, de l'autre côté, sont très actifs cognitivement et ça va maintenir ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, c'est une plus grande capacité à être capable de refaire des connexions entre tous nos neurones, ce qui va permettre en fait une plus grande plasticité, ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Notre cerveau va faire des nouvelles connexions entre tous les neurones, en fait, constamment, pour une question de maintenir la mémoire, une question d'apprentissage, tout ce qui est exigeant pour le cerveau, la gestion des émotions. L'apprentissage est une des facettes qui est très exigeante pour le cerveau, puis qui normalement va amener du même coup, en fait, un meilleur sommeil.
tout ce qui est exigeant pour le cerveau va amener un meilleur sommeil, qui lui aussi est un facteur, la qualité du sommeil est un facteur direct, en fait, des risques de dépression puis de développement de l'Alzheimer. Donc, en fait, les gens qui vont apprendre plusieurs langues, c'est très exigeant pour le cerveau. De un, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire, là. Le deuxième point qui est fort intéressant, c'est qu'on se rend compte chez les gens qui apprennent plusieurs langues que les connexions à l'intérieur du cerveau sont différentes en tant que telles d'une langue à l'autre. Puis ça fait en sorte que le cerveau va maintenir plus de connexions différentes, un réseau, en fait, qui est beaucoup plus complexe, si on veut, que quelqu'un qui parlerait juste une langue en tant que telle. Puis c'est quand même étrange, puis assez surprenant, en fait, mais c'est la structure de la pensée qui, d'une langue à l'autre, amène la différence au niveau du fonctionnement du cerveau. Puis cette différence-là, en fait, serait encore un élément, quand on dit que c'est exigeant, qui serait encore bien plus exigeant, tout simplement, que même si tu apprends différentes choses dans une seule langue. Parce que tous les chemins neuronaux sont tous dans la même direction, ont tous le même pattern, si on veut, en mauvais français. Et ceci dit, en fait, donc imaginez-vous que si, en plus d'avoir des activités qui sont plus exigeantes pour le cerveau, parce que cognitivement, on est très sollicité, que de l'autre côté, on maintient plusieurs types de réseaux neuronaux parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux pour les différentes langues. Ça en fait un cerveau, en fait, qui est beaucoup plus sollicité. Les connexions sont plus complexes, la réserve cognitive va être meilleure, ça fait qu'on va garder les capacités plus longtemps. Et puis ça fait quand même longtemps que c'est connu, là. Il y a une étude déjà dans les années 2000, là, j'ai vu des études en 2007, 2010. En 2011, il y a une étude qui avait été publiée ici au Canada par l'Université de Toronto. Il avait comparé, en fait, des gens qui avaient eu l'Alzheimer, un peu plus de 200 personnes, des gens qui parlaient juste une langue ou des gens qui parlaient deux langues en tant que tel, puis ils se sont rendus compte que les gens qui parlaient deux langues de façon générale développaient l'Alzheimer 4 à 5 ans plus tard que la moyenne des autres Exactement. personnes. Ouais. C'est ça, oui. Qui est quand même fort intéressant, là. C'est un impact, en fait, qui est très clair, là. Puis c'est par la suite, c'est une étude de l'Université de Montréal qui a montré, en fait, un lien entre les différents modes de fonctionnement du cerveau puis l'usage du bilinguisme. Ça fait que dans le fond, l'impact dans l'Alzheimer, c'est celui-là. Maintenant, c'est sûr il faut essayer. L'Alzheimer, comme je le dis souvent, ce qui fait que les gens des populations centenaires vont avoir si peu d'Alzheimer, c'est qu'ils sont bons sur toutes les facettes. L'Alzheimer est une maladie qui est affectée par toutes les habitudes de vie. Donc, autant j'ai parlé du sommeil, j'ai parlé en fait de tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, ce qu'il y en a déjà beaucoup, là, hein, dont l'alimentation, entre autres la sédentarité, l'activité physique. Le stress a un gros impact. Vous avez parlé de stress tout à l'heure, en fait. Dans la maladie d'Alzheimer, tout ça a un impact, toutes les facettes. Techniquement, en fait, c'est un des aspects de santé. La raison pour laquelle j'ai fini par m'y attarder, parce que mon domaine à moi est plus la longévité en santé de façon générale, pas juste Alzheimer en tant que tel. J'ai été amené à parler d'Alzheimer parce qu'au bout de la ligne, toutes les saines d'habitude de vie, ce qui a un impact dans la longévité a un impact sur les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est de là le lien. C'est ce qui, il y a plusieurs années, en fait, m'a fait commencer à faire des conférences à la demande de la FADOC sur la prévention des risques de la démence et de l'Alzheimer. Ça fait déjà une bonne entrée en matière. C'est très, très intéressant. Et puis, c'est ça, en fait, il faut c'est ça, moi, je vous parlais des problèmes, c'est pas pour rien que je les ai évoqués, les problèmes de sédentarité, parce que j'ai suivi longtemps j'ai suivi vos Ah conférences, oui, j'ai puis il y lu, avait la vos 2 socialisation. premiers livres. Oui, c'est ça. Et puis, quand j'écoutais ça, puis moi, je pensais aux traducteurs, justement, près de qui j'avais fait le sondage, une centaine de traducteurs, et les problèmes qui ressortaient, ben, je me disais: «Oups, on est bon sur certains aspects, mais sur d'autres, on a à travailler». Et aussi, les gens qui sont en traduction ont une personnalité introvertie, ce qui est assez, pas tous là, mais on a une tendance à avoir des gens dans notre métier qui sont introvertis, donc la sociabilisation, eux, ils sont à l'aise de ne pas trop voir de monde aussi là. Oui, ouais, bien Est-ce là, que ouais, ça, c'est un défi vraiment important, puis c'est probablement très, très difficile à changer. Et là, on fait référence à plusieurs choses en tant que telles, là. C'est parce que euh, la vie sociale de qualité a un très, très gros impact en longévité humaine. Ça va avoir un impact, on parle d'une réduction des risques d'à peu près 10-12 en fait de démence et d'Alzheimer chez les gens qui voient des amis
tous les jours à partir de l'âge de 65 ans en vieillissant versus ceux qui sont tout seuls, en fait, qui ne voient pas personne. Donc, il y a un impact, mais tant qu'à moi, il y a un impact qui est beaucoup plus important que ça sur d'autres facettes en tant que tel, parce que la vie sociale de qualité va avoir un impact sur la gestion du stress, de l'anxiété, la qualité du sommeil aussi, en fait, parce qu'encore là, c'est exigeant aussi pour le cerveau, la vie sociale de qualité. Là, quand je parle de vie sociale de qualité, c'est entre autres le fait d'être en mesure de parler de nos émotions. Ce qui fait que si, comme vous dites, des gens introvertis, généralement, vont avoir de la difficulté à parler de leurs Exactement, émotions, n'en c'est ça. parleront pas du tout. Ça, c'est difficile. Puis les conseils, les trucs, peut-être, en fait, hein, que moi je donne souvent pour essayer d'améliorer ça, c'est de vous impliquer, soit vous impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur, là, parce que là, vous allez côtoyer des gens qui ont le même genre de passion, le même genre d'intérêt que vous, ça va vous amener à parler un peu plus, vous ouvrir un peu plus. Mais là, il faut faire des efforts, ça va de soi, là, ça ne viendra pas Ouais. nécessairement tout seul. C'est pas comme boire un verre d'eau, c'est pas si simple que ça. De l'autre côté, il faut aussi essayer de vous impliquer dans des groupes, participer à des groupes, en fait, pour des hobbies, des choses qui vous ont toujours passionné. Ce qu'on voit là aussi, des gens qui vont développer de l'amitié pour des facettes de bricolage, de la menuiserie, des modèles réduits, ça peut être des clubs de lecture, il peut y avoir beaucoup de facettes, en fait. L'idée dans ça hein, est de côtoyer des gens qui vont avoir le même genre de valeurs ou le même genre d'intérêt que les nôtres. Mais habituellement, la vie sociale de qualité, outre tout ça, là, normalement, c'est la famille avant tout. Puis là, c'est sûr que, bon, il y a des gens qui pourraient être malchanceux, ne pas avoir nécessairement de famille, là. Mais si vous avez de la famille, commencez par essayer de ce côté-là. Là. Habituellement, c'est les membres de la famille, les gens avec qui on va partager le plus nos émotions. Et pourquoi je parle autant d'émotions en tant que telles? Là? Oui. Ben, c'est entre autres parce que on s'est rendu compte de par le monde que les gens des populations centenaires ont tous le même genre de personnalité qui est une personnalité typiquement extrovertie, complètement le contraire de ce que vous avez dit. C'est des Mhm. gens qui sont faciles à vivre, qui sont ricaneurs, qui ont une grande facilité à exprimer les émotions sans les refouler, mais qui sont des gens agréables à vivre. Et moi, un conseil que je dis à tout le monde maintenant, en fait, là, si vous vouliez, mon conseil le plus important euh, pour vivre en santé le plus longtemps possible, c'est de développer la personnalité des gens centenaires au plus vite. Parce que les gens qui vont OK. être fondamentalement positifs, qui vont être relativement extravertis, qui vont développer une grande capacité à parler des émotions, vont avoir une grande qualité de la vie sociale, puis vont avoir une grande facilité à appliquer toutes les autres facettes des saines habitudes de vie. C'est ce que moi j'ai appelé un facteur facilitant, en fait, dans mes livres. C'est la cinquième des facettes, en fait, qui est un facteur facilitant, le fait d'être fondamentalement positif. Et ça vient avec le type de personnalité des gens centenaires habituellement. En fait, vous présentez ces aspects-là, surtout dans vos 2 premiers livres, Vivre Ouais. jeune plus longtemps que j'ai lu, votre premier livre et Vivre jeune 2 fois plus longtemps qui là, et vous avez travaillé en collaboration avec le docteur Jacques Lambert, médecin, qui, malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui prônait la cohérence cardiaque. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que moi je la prône justement pour les traducteurs, la cohérence cardiaque et les pharmaciens Jean-Yves Dionne et André Perrault. Ensuite, vous avez publié 2 autres livres, mais on pourrait dire que le petit guide de la longévité, reprenez-moi si je me trompe, c'est un peu un résumé des 2 premiers, hein, c'est bien ça? C'était C'est inspiré des 2 premiers, hein? En fait, c'était une idée de Dr. Lambert avant même que je le connaisse, ça, de faire un livre de ce type-là. Et étant donné qu'il avait ça en tête, ben, on a pris du contenu, oui, des 2 premiers pour construire en partie le troisième qui, bon, Dr. Lambert disait, avec toujours justement un sourire aux lèvres, qu'il voulait écrire un livre pour les gens qui ne veulent pas lire. Donc, le troisième livre, il n'y a pas Ah ben d'explication. nous autres, on veut lire, par exemple. C'est juste des énoncés. Non, OK. c'est pour ça, c'est que c'est juste des énoncés. C'est 3 types d'énoncés. Il y a des énoncés d'art de vivre. Ceux-là, on ne les avait pas dans les 2 premiers en tant que tels. OK. Sont comme par exemple, Dr. Lambert disait que si on veut avoir des bons amis, il faut avant tout en être un. Ça, c'est de l'art de vivre. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. Commencer par donner au lieu d'attendre de recevoir. C'est bien C'est qu'il y ça. a 3 types d'énoncés. Il y a des recommandations basées sur la science, puis il y a ce que j'appelle des statistiques de motivation.
Les statistiques de motivation sont des éléments qui habituellement, comme on vous en dire une facile, là, en lien avec notre rencontre de ce soir, juste l'activité physique à elle seule peut réduire les risques de 50 de développer de la démence et de C'est l'Alzheimer. énorme, c'est C'est incroyable, énorme. oui. En fait, des cas comme ça, je peux vous en donner quelques-uns, je les connais tous par cœur. L'ADH, les oméga-3, ADH, les gens qui ont les plus hauts niveaux dans la société, ils ont 49 moins de risque, 49 ou 46, je ne suis pas sûr, je pense que c'est 46, de développer l'Alzheimer. Et ça équivaut à 4 à 5 années de plus sans la maladie. Comme exactement le même impact que le fait d'être bilingue ou non. Et l'alimentation MIND, la diète MIND, en fait, hein, qui est un acronyme anglophone, non, Mhm. est une alimentation. Méditerranéenne? Méditerranéenne, non? C'est la Ouais, méditerranéenne? ça ressemble à la diète méditerranéenne, en gros, là, la diète MIND, mais ça a été développé spécifiquement pour essayer d'avoir un gros impact sur le cerveau dans la prévention, justement, de la démence et de l'Alzheimer. On réduit de 55 les risques. Ça fait que des comme ça, il y en a d'autres, là, le thé. Le thé va augmenter de 50 l'interconnexion entre les neurones des différentes parties du cerveau. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Fait que dans le troisième livre, ouais, il y avait des énoncés qui sont soit donc des statistiques, soit des recommandations de la science, ou soit des énoncés d'art de vivre. Le quatrième livre est différent, en fait, parce que là, je suis allé. Il y a beaucoup de gens qui posaient des Oui. questions directement sur des maladies. Ça fait que là, je suis allé jusque dans parler carrément des maladies, ce que je ne fais pas beaucoup dans les autres en tant que tel. Ou entre autres, il y a un chapitre sur l'Alzheimer. OK, puis vous Mais la parlez dans le respiration, quatrième. pour Oui, revenir à allez-y. votre point sur la respiration, effectivement, Dr. Lambert parlait de cohérence cardiaque. Puis c'est intéressant parce que dans les ateliers Vitalier ta vie, il va en avoir une justement sur la respiration. On en a parlé tout à l'heure. Mhm. Euh, Oui. En fait, ce qui est intéressant dans la cohérence cardiaque, puis ce qui serait le fun qu'il y ait des gens qui expliquent, là, parce que malheureusement, en fait, on aime ça, les petits termes sexy, on aime ça, les catégoriser toutes. C'est que là, on serait probablement capable de passer les 4 prochaines heures à parler de toutes sortes de types de méditation. Au bout de la ligne, moi, je vous dirais, là, ça ne change rien. Peu importe le nom que vous allez mettre à ça, techniquement, c'est d'être dans le moment présent. Hein? Et Mm. la méditation, comme mon ami Jean-Yves Dionne vous dirait aussi, lui, il n'en fait pas. Techniquement, il n'en fait pas vraiment, mais il va faire ce que moi je fais, par exemple. Puis c'est drôle, on s'est rendu compte, on s'en est jamais parlé, puis à un moment donné, d'un événement, on s'est comme rendu compte qu'on donnait nous autres mêmes la même explication. Où ce qu'on va s'arrêter à regarder passer nos pensées? On va s'arrêter à porter attention à ce qu'on pense. Techniquement, c'est de la méditation. La cohérence cardiaque, c'est pas vraiment de la méditation, c'est de s'arrêter au moment présent, à porter tellement attention sur un élément sur lequel on va se concentrer que momentanément, on va oublier tout le reste. Techniquement, c'est un peu comme quand on tombait en amour quand on était jeune. Hein? Bon, tout le reste alentour arrêtait d'exister. Alors, si vous vous C'est vrai. concentrez terriblement sur votre respiration, puis que vous y allez avec une cadence sur laquelle vous portez très, très attention, ben votre niveau de cortisol, le stress dans l'organisme va baisser, puis ça va avoir un bénéfice qui va durer, qui va perdurer, en fait, une certaine période de temps. Docteur Lambert, il disait qu'il en sentait des bénéfices, en fait, sur toute sa journée au complet, à le faire 2 ou 3 fois par jour. Puis pourtant, c'était comme lui, il recommandait de faire quelque chose comme 5 à 7 minutes. Là. Donc, c'est fort intéressant. Et puis, il y a des belles petites applications pour ceux et celles qui se demandaient comment faire ça. Là. Le plus simple, c'est l'application Respirelax sur votre téléphone. C'est gratuit. Ils vont vous faire, en respirant, ils vont vous faire suivre, en fait, une petite boule qui monte puis qui descend, qui ressemble à une bulle, en fait, une bulle. Puis vous respirez à la même vitesse, la même fréquence. Vous allez donc vous concentrer sur votre respiration, puis ça va avoir un gros impact, en fait, à réduire votre stress, votre niveau de nervosité. C'est fort intéressant. Effectivement. En tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Puis la raison pour laquelle on l'utilise 3 fois par jour, c'est que le cortisol reste 6 heures dans notre sang. L'ADH, c'est ça, hein,
Ouais, L'ADH la comprend devino. le DEA, la DHEA, qui est l'hormone justement qu'on sécrète, qui remplace le cortisol quand on est plus calme, qui nous donne la clarté mentale. Elle reste que 4 heures dans notre organisme. On est vraiment encore fait pour notre physiologie est vraiment faite comme à l'époque de l'homme des cavernes, où on était vraiment bien outillés pour faire face à un prédateur éventuel pour se sauver ou pour se battre. Puis on est encore aujourd'hui pris avec ces mécanismes physiologiques-là et qui ont plus rapport avec la réalité. Là. On va sécréter du cortisol parce que on voit, je ne sais pas, on s'en va travailler, puis on est obligé de faire un détour parce que bon, il arrive un accident, on arrive en retard au bureau, ben, on est déjà plein de cortisol, on a déjà moins de mémoire parce que le cortisol fait baisser notre mémoire. On a plein d'inconvénients comme ça dans notre vie de tous les jours qui ne sont pas adaptés à notre réalité. Là. Ah oui, puis il faudrait essayer. Ben, en fait, c'est que techniquement, on va faire beaucoup d'anticipation. C'est qu'on va s'inquiéter pour beaucoup de choses. Et puis beaucoup plus que le font justement les gens des populations centenaires. Et là, ce n'est pas une question de nécessairement habiter dans un secteur reculé, d'une petite contrée tranquille. C'est vrai que ça peut être moins stressant que le centre-ville de Montréal. Hein. Mais quand même, si vous trouvez des centenaires sur l'île de Montréal, vous allez voir qu'ils vont avoir exactement le même réflexe que ces gens-là qui vivent en fait en banlieue. Ou probablement que si vous voulez parler de c'est quoi le stress, ils vont vous dire c'est quoi le stress? Dis-moi, je ne suis pas stressé. Moi, ça ne me fait rien, le stress. Dis-moi, mes journées, ça va très bien. Dis-moi, je ne m'inquiète pas pour rien. Bla. Ils ont tous ce même genre de mentalité-là dans lequel ils vont beaucoup moins anticiper. Ils ne se laisseront pas déranger finalement par des trucs qui ne devraient pas être considérés comme étant quelque chose d'alarmant ou à risque. C'est vrai qu'on a tous gardé les réflexes. Le problème, c'est que notre système d'alarme, il réagit à tout. Puis le bon conseil que je peux vous donner, là, écoutez pas les nouvelles. En fait, malheureusement, on est rendu comme société à ce que tout ce qui intéresse, qui attire l'attention des nouvelles, c'est tout ce qui est dramatique, qui est négatif, écoute, moi, je ne suis plus capable. Moi, je ne suis plus capable d'écouter les nouvelles à la télévision. Là. Je veux dire, ça me rend malade. Je ne comprends pas comment ça se fait quand nous autres, êtres humains, on se parle rien que de ça. C'est comme si on passait notre temps à vouloir se parler des affaires qui ne vont pas bien. Comme s'il n'y a rien que ça qui intéresse toute la population. Et techniquement, en fait, c'est notre seuil d'alarme à nous autres, là, le niveau de cortisol, c'est nous autres qui le gèrent. C'est notre cerveau qui décide quand est-ce qu'il part l'alarme, qu'il rouvre la switch ou pas. Une des grandes qualités des gens centenaires, c'est qu'ils n'arrosent jamais la switch eux autres. Il n'y en a pas de problème, en fait. Tout va très bien. Il y a pas demain, ça va bien aller aussi. Ils en sont terriblement confiants. C'est ça d'être fondamentalement positif en tant que tel. C'est vraiment une grande qualité. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens qui vont avoir à gérer le stress parce qu'ils se le causent eux-mêmes, mais c'est bien difficile c'est ce que je vous raconte là, de l'air facile à sortir de ma bouche, mais moi-même, je me bats avec ma réaction d'avoir tendance à faire de l'anxiété parce que moi-même, j'ai tendance à m'inquiéter. Je suis comme ça de naissance. C'est à la minute où j'ai un ami que je ne suis pas capable de rejoindre pendant 2 jours, j'ai peur qu'il soit arrivé de quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, je comprends. Non, je Tendance à comprends. m'inquiéter pour les autres. C'est vrai. J'aurais une question à vous poser aussi concernant, tout à l'heure, vous parliez de la diète Mind, puis le rôle du sucre dans l'Alzheimer, du glucose et des cétones, de la diète cétogène aussi. Je pense qu'il y a un débalancement chez les gens qui on entend parler de l'Alzheimer comme le diabète de type 3. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça se Ouais, compare? en fait, le terme est mal choisi. Là. C'est pas vraiment un diabète euh, de type 3, en fait, là, parce que, bon, la définition du diabète, c'est causé par un problème à produire de l'insuline en tant que tel, hein, le diabète de type 1, le diabète de type 2, qui, lui, le diabète de type 2 est plus une résistance et finit par être causé par la résistance à l'insuline, mais on finit par plus en produire assez, en fait, techniquement, parce qu'on est trop résistant. Mais le cerveau, c'est que oui, durant la maladie d'Alzheimer, pendant le processus de développement, le cerveau va finir par devenir étanche à l'entrée du glucose, ou pratiquement étanche. Il va devenir résistant, si vous voulez, à l'insuline. Il ne laissera plus rentrer de glucose. Et si la barrière, en fait, du cerveau, parce que le cerveau est pratiquement étanche hein, à beaucoup de choses, il y a très peu de molécules qui sont capables d'atteindre C'est le vrai. cerveau. C'est la raison pour laquelle, entre autres, en chimiothérapie,
Il y a très peu de molécules qui peuvent être utilisées pour des cancers du cerveau parce que tout simplement, les médicaments ne sont pas capables de passer à la barrière. Donc, de la même façon, imaginez-vous que si la barrière devient en partie étanche au glucose, bien, les cellules neuronales vont mourir de faim. Donc, techniquement, oui, il y a beaucoup de travaux actuellement qui se font sur comment donner une autre source d'énergie en tant que telle à des cerveaux qui deviennent résistants à l'insuline, qui ne laissent plus passer de glucose, donc dont les cellules sont en train de crever de faim. L'autre source que le cerveau peut utiliser comme source d'énergie, c'est les cétones. Et là, faites attention, ça ne vous sert à rien en tant que tel, si vous n'avez pas de diagnostic d'Alzheimer, d'essayer de prendre des cétones exogènes. Ça n'aura pas d'impact en tant que tel sur le cerveau. Si vous avez du sucre en circulation sanguine, puis que vous n'avez pas un diagnostic d'Alzheimer, vous n'êtes pas en train de le développer, les cétones ne vont pas vous protéger en tant que tel de l'Alzheimer. C'est pas ça. Ouais, On se parlait ici de l'huile MCT dont on entend beaucoup parler actuellement. Quand vous parlez. Ben, il y a l'huile MCT, mais il y en a d'autres aussi. En fait, là, c'est qu'il y a carrément même des produits qui se vendent qui sont que le corps va assimiler carrément sous forme de cétone. L'huile MCT va être transformée plus facilement en cétone que d'autres types de gras. Enfin, en tant que tel, ça a un pas d'avance, mais il y a d'autres molécules qu'on appelle des cétones exogènes qui vont augmenter le niveau de cétone en circulation sanguine. Sauf que techniquement, si vous avez du glucose qui circule, ça ne changera rien. À moins d'avoir un diagnostic d'Alzheimer. Là, les gens qui ont de l'Alzheimer, oui, en tant que tel, les cétones peuvent changer quelque chose parce qu'ils peuvent passer la barrière au niveau du cerveau, en fait, puis continuer à nourrir les neurones. Ceci étant dit, c'est une des raisons pour lesquelles l'alimentation cétogène chez les gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer, qui sont en train de développer la maladie, va avoir beaucoup d'impact à ralentir le processus de développement de la maladie parce qu'on va amener une nouvelle source d'énergie au niveau des cellules neuronales, mais aussi parce qu'on va réduire l'inflammation au niveau du cerveau. En fait, la résistance à l'insuline cause l'inflammation au niveau du cerveau. Et il y a beaucoup de gens en vieillissant qui développent de la résistance à l'insuline, même s'ils ne sont pas encore diabétiques. Donc, la glycémie aura tendance à être un petit peu plus élevée que la normale sans être nécessairement encore diabétique. Il y en a beaucoup de gens qui n'auront pas nécessairement une bonne santé métabolique. En fait, on évalue qu'il y a à peu près entre 12 et 20 de la population qui a une bonne santé métabolique. Donc, toutes les autres auraient un peu déjà de résistance à l'insuline, malheureusement. Donc, ceci étant dit, l'huile MCT, on en entend beaucoup parler. Personnellement, honnêtement, si vous voulez mon opinion, là, si vous n'avez pas l'Alzheimer, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas que c'est mauvais pour la santé, c'est juste que l'avantage que ça va conférer, c'est pas énorme, c'est pas tant qu'à ça, prenez de l'huile d'olive. Tant qu'à moi, c'est beaucoup meilleur pour la santé que de prendre de l'huile MCT, que de consommer une bonne huile d'olive en tant que telle. Maintenant, l'huile MCT, la raison pour laquelle on en parle tant que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'alimentation cétogène, il y a beaucoup d'intérêt pour, en fait, le jeûne intermittent, les cétones. Puis là, il y a des gens qui ne comprennent pas bien que si tu prends de l'huile MCT pour aider ton corps à fabriquer des cétones, il n'ira pas utiliser tes réserves d'énergie pour faire des cétones parce que tu y en as donné dans ton alimentation, il va faire des cétones. Techniquement, on fait ça des fois avec des gens qui ont tellement une grosse résistance à l'insuline ou qui ont tellement un gros syndrome métabolique qu'ils sont résistants à mettre toute l'artillerie en place pour aller utiliser leur réserve d'énergie pour produire de l'énergie puis produire des cétones. On va leur en donner un petit peu sous forme d'huile MCT pour essayer de partir la machine, pour que le corps commence à en produire, en fait, puis réapprenne comment utiliser ses réserves d'énergie. Mais si vous en prenez tout le temps, il n'utilisera pas ses réserves en tant que tel. Ça ne va pas vous aider à contrôler votre poids corporel. Ce n'est pas vrai que ça va améliorer votre métabolisme. Il y a beaucoup de grand n'importe quoi, en fait, ce que je dirais du grand n'importe quoi autour de l'usage de l'huile MCT ou des cétones exogènes. Mais dans des cas de maladie d'Alzheimer, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant. L'impact de l'alimentation cétogène est tellement important qu'ils voient dans la même semaine des gens qui vont changer de comportement, tellement que ça a eu un gros impact au niveau du cerveau. Parce que tout d'un coup, les neurones se remettent à être alimentés, en fait, en source d'énergie, pendant qu'ils sont en train de crever de faim. Grosso modo, c'est ça l'explication. Puis là, ils recommencent à faire des connexions les unes avec les autres, puis là, ça repart la machine, là. Oui, C'est bien, fantastique. on a longtemps pensé que le cerveau arrêtait de se développer à l'âge adulte. C'est pas Oui, complètement vrai. En fait, non. on sait même aujourd'hui qu'on a encore la possibilité de produire un peu de nouveaux neurones. C'est pas comme quand on était jeune. Mais de l'autre côté, c'est qu'on continue à faire des connexions, par exemple.
Puis on va continuer Ouais. toute notre vie à faire des connexions nerveuses, puis à interconnecter des régions du cerveau, en fait, différemment. Ça fait que, en fait, avec la plasticité neuronale, hein, techniquement. Mmh. Effectivement. Est-ce que vous pourriez me parler aussi, de vos en fait, des suppléments que vous avez développés là, qui sont, avec le fameux, Provitol là, qui est à base d'huile en fait, d'olive, hein? Polyphénol d'olive. Les polyphénols d'olive, c'est très intéressant. Moi, je les prends là, justement, puis je vois les effets bénéfiques là. Mais tous vos produits, ont ce même complexe Provitol, hein, que ce soit pour le sommeil, l'anxiété ou, la prostate, la ménopause et cetera. Pouvez-vous nous parler de ce fameux, complexe-là? D'où ça vient? Ça Ah vient de oui, votre c'est recherche, intéressant, hein? c'est une Votre belle question. doctorat? Oui, bien, en fait, on a commencé ça en 2013. Euh, entre 2010 et 2013, en fait, j'ai beaucoup porté attention à ce qui se passait dans le domaine du vieillissement parce qu'on était en train de changer un paradigme important. euh, Puis en fait, si on recule encore un petit peu plus, là, faire une introduction intéressante, au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'il y a des explications qu'on avait sur le vieillissement qui ne tenaient pas du tout la route. Des choses qu'on prenait pour acquis depuis 75-80 ans, où là, on est en train de se rendre compte, par exemple, en fait, que l'oxydation systémique, qui a toujours été pratiquement acceptée comme causant le vieillissement, puis on lit ça Mmh encore à mh. tort, malheureusement, ben, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun lien en tant que tel, hein. Quand on regarde les niveaux d'oxydation, en fait, qu'on retrouve des protéines ou des lipides, puis oxydation, là, pour ceux et celles qui ne savaient pas c'est quoi, c'est un peu comme de la rouille du monde vivant, si vous voulez. Grosso modo, ça ressemble à ça. Mmh. Euh, Quand on regarde dans tout le monde vivant, en fait, là, il n'y a aucun parallèle, aucune corrélation entre les niveaux d'oxydation des lipides ou des protéines, en fait, puis la longévité des organismes vivants. Il n'y en a pas. La seule corrélation en biologie qu'on trouvait qui était fort intéressante, c'était la taille des organismes. Et c'était dû au fait, en fait, que les petits organismes qui se développent très rapidement vont vieillir très vite, vont mourir très tôt. En tout cas, toute la science reliée au vieillissement, en fait, a complètement été chamboulée là, de 2000 à 2010 environ, où ce qu'en 2010, ça devenait évident qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement en tant que tel, en ralentissant les processus. Et là, oups, on vient d'avoir une nouvelle option qui est vraiment terriblement intéressante en santé, parce que si on est capable de freiner le processus de vieillissement, on va réduire l'incidence de toutes les maladies associées tout ensemble d'un coup sec. Et c'est un impact en santé qui est probablement l'impact en santé le plus important qu'on va avoir dans l'histoire de l'humanité en tant que tel, si on Mmh. réussit à bien contrôler Absolument. le phénomène. Parce que c'est facile de penser que si on est capable de réduire l'incidence de toutes les maladies associées au vieillissement, tout ensemble en un seul coup, ça va être beaucoup plus puissant que si on essayait de traiter une maladie une fois qu'elle est implantée. Donc, on essaie de combattre quelque chose qui est déjà développé. Donc, c'est entre autres en 2015, en fait, hein, il y a un scientifique, Matt Keberlin, qui a publié dans Science The Ultimate Preventative Medicine, c'est en décembre 2015. L'ultime médecine préventive, c'est de ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Il a par la suite évalué, même en 2019, que ça a un impact qui est beaucoup plus important encore que si on était même capable de traiter le cancer puis les maladies cardiovasculaires, les deux ensemble, même d'un coup sec. Donc, c'est vraiment énorme l'impact qu'on va avoir en santé humaine. Ceci étant dit, on a donc amorcé en 2013 des travaux avec l'Université Concordia sur la longévité cellulaire, en fait, pour essayer de découvrir de ce qu'on appelle maintenant des agents gérosuppresseurs, donc des molécules qui vont ralentir le processus du vieillissement. Parce que je croyais savoir comment faire pour en trouver des nouvelles, qui sont déjà des principes de biologie du monde vivant en tant que tel. Je n'ai jamais expliqué la raison, là. Mais ceci étant dit, j'avais raison, par exemple. On a découvert 21 nouveaux groupes d'agents gérosuppresseurs, ce qui nous a amené à prendre des brevets importants. Et on a fait une découverte assez inusitée, en fait, entre des mécanismes d'action grosso modo, je pourrais vous le résumer d'une façon euh, un peu imagée, vous allez comprendre. Là. Il y a en biologie, il y a deux grands principes à travers le vieillissement, en fait, là, qui est vrai pour tout type d'organisme vivant. Là. C'est que d'un côté, on a la poussée de l'organisme à vieillir qui va comme causer plus d'usure parce que c'est comme si c'est des voies métaboliques, c'est des fonctions de l'organisme qui sont maintenues même si on n'en a pas besoin. Donc, c'est comme si, bon, Dr. Blagostlany, un Américain, en fait, imageait ça comme étant, avait
Oui, avait mis une image à ça, en fait, qui est comme le fait de conduire une voiture avec l'accélérateur à fond tout le temps, en modulant la vitesse avec le frein. Bon, la voiture, elle userait plus rapidement. Bien, l'image est parfaite, en fait. Et là, il y a deux façons d'agir sur le vieillissement. Il y a d'un côté, lever le pied de l'accélérateur, donc avoir un développement qui est plus lent, ou de l'autre côté, faire plus de maintenance et d'entretien. Et on s'est rendu compte dans le monde vivant que les deux fonctionnent. Les deux, en fait, sont utilisés par différents types d'organismes qui vivent beaucoup plus longtemps que la normale. Techniquement, ce qu'on a découvert avec l'Université Concordia, entre autres, que, étant donné que ces mécanismes-là ne sont pas modulés de la même façon ou par les mêmes voies métaboliques, on peut trouver des molécules qui ont des impacts sur certaines des voies métaboliques en question, des molécules donc qui vont améliorer la maintenance et la réparation, des molécules qui vont ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Et quand on met les deux ensemble, on a un impact synergique énorme. Donc, ce qu'on a fait en tant que tel avec les produits Vitoli à l'époque, mon idée à moi était de développer des produits tout simplement beaucoup plus efficaces que ce qu'il y avait dans le marché auparavant, de deux façons. Puis là, vous allez comprendre, il y a deux façons très simples. Une, en mettant à l'intérieur des agents gyrosuppresseurs. Vous en avez parlé tout à l'heure, entre autres les polyphénols d'olive. Les polyphénols d'olive qu'on retrouve du complexe Provita sont uniques à nos produits, en fait. C'est les standards que j'ai demandé moi-même suite aux études qu'on a faites à un groupe espagnol qui est une entreprise, en fait, qui est née d'une découverte d'une nouvelle technologie, en fait, d'une université de l'Espagne qui extrait donc les polyphénols en question directement des olives. Et donc, d'un côté, on en a mis dans tous les produits à la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Pourquoi cette dose-là en particulier? C'est parce que c'est une dose qui était très, très bien documentée d'un point de vue scientifique, qui est la dose, en fait, qui est consommée de polyphénol d'olive par les adeptes de l'alimentation méditerranéenne en Europe. Donc, les gros consommateurs de polyphénol d'olive, il y a une quantité qu'on connaît déjà qui est responsable des bénéfices santé, de la réduction, entre autres, des risques d'athérosclérose. Donc, c'est une quantité qui est très, très bien documentée scientifiquement. On s'est basé tout simplement sur cette quantité-là pour la quantité qu'on a mis dans chacun des produits Vitoli. Et ce qu'on a fait en parallèle avec ça, c'est que techniquement, en fait, le fait d'avoir des agents gyrosuppresseurs, théoriquement, devrait améliorer les bénéfices, en fait, sur toutes les maladies associées au vieillissement du même coup. En fait, sur tous les mécanismes qui sont impliqués, comme, bon, dans les cas d'inflammation, l'anxiété, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes de santé, toutes les facettes d'oxydation, entre autres, pour la prévention de la perte de la vue, entre autres, la vision. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facettes de santé, en fait, qui vont avoir un bénéfice d'avoir les agents gyrosuppresseurs en place. De l'autre côté, on a décidé de s'attarder à tous les ingrédients qui avaient le plus de documentation scientifique pour chacune de leurs applications ou les facettes de santé données. Autrement dit, on ne va pas faire du saupoudrage marketing en mettant toutes sortes d'ingrédients pour essayer de faire un produit qui est élégant parce qu'on a 7-8 affaires à l'intérieur, mais c'est toutes des petites quantités qui serviront complètement à rien. On va se focusser sur toute la dose nécessaire des ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques sur chacun de nos secteurs d'activité dans le but d'avoir le produit le plus efficace qui soit. Et on a fait ça pour toutes les facettes. Donc, ça fait en sorte, en fait, qu'aujourd'hui, il y a du monde qui me demande ouais, mais Eric, pourquoi tu n'as pas de curcuma? Ben, c'est parce que C'est toutes les vrai? facettes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bien que le curcuma soit quelque chose de vraiment très intéressant en santé humaine, toutes les facettes où Absolument. on aurait pu l'utiliser, il y avait toujours quelque chose de plus efficace. Fait que moi, je ne pourrais pas mettre un petit peu de curcuma dans quelque chose là, pour faire un peu de saupoudrage marketing pour attirer l'attention. Moi, je ne fais pas ça. Si je l'utilise pour une application donnée, on va mettre toute la dose nécessaire. Et toute la dose nécessaire du curcuma dans des applications comme par exemple pour l'inflammation, c'est des doses très importantes. Puis il y a un anti-inflammatoire naturel qui est plus efficace que le curcuma. Fait que dans l'inflammation, techniquement, est-ce qu'il y a plus de démonstrations qui peut être le plus efficace? C'est ce que vous allez retrouver dans la vitalité articulation. Puis dans l'oxydation ou les impacts sur le vieillissement, ce qui est le plus efficace, peut-être le plus intéressant, c'est ce que vous allez retrouver dans Vitoli bien vieilli. Fait que finalement, je me retrouvais qu'il n'y avait plus de place où on devrait utiliser en tant que tel le curcuma. Parce que toutes les applications en tant que telles qui auraient pu bénéficier de sa présence, on peut toujours avoir quelque chose de plus efficace. C'est la griffe du diable, je pense, pour les articulations, c'est ça? Oui, effectivement. Oui, c'est Le ça, OK. diable, les cas qui répondent bien, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, on a même une dame qui avait, puis ça fait déjà 4 ou 5 ans de ça, en fait. Il y a une dame qui m'avait écrit, on l'a à travers dans les témoignages sur le Dans le site Internet. témoignage, oui.
il y a une dame, en fait, en fait, on peut le lire encore, il est en ligne. Parce que les témoignages, c'est des gens qui nous ont écrit pour nous remercier. Je les ai demandé si on pouvait les utiliser, mentionner leur nom complet, leur âge puis leur région pour montrer que c'est du vrai monde. Mais il y a une dame, entre autres, ça faisait 8 ans qu'elle avait un pied trop enflé. Elle était rendue, en fait, qu'elle n'était plus capable de mettre ses chaussures pour aller marcher. Vous avez une idée de l'impact que ça avait? Mais son pied est revenu à la normale. Elle était capable de recommencer à marcher. Incroyable. Oui, c'est incroyable. On a des gens, effectivement, vite l'articulation, ça a tout qu'un impact. Le monde qui répond bien, c'est vraiment ce qui est le plus efficace dans Je viens l'inflammation. justement de mettre dans le chat le site vitoli.ca, ou si vous voulez voir les produits. Et puis, et aussi, quand vous parlez des mécanismes de réparation, de recyclage, on peut je veux dire, on peut les soutenir avec vos produits et avec l'exercice physique. Alors là, on a une combinaison gagnante parce que quand on fait l'exercice moyennement intensif, pas trop intensif, on fait des micro-déchirures dans nos muscles, c'est bien ça. Et donc, on amène le lendemain, on doit, nos mécanismes de réparation sont à l'œuvre, pas parce on s'est un petit peu magané la veille, là, c'est ça? Oui, Donc, bien, quand on est actif, il y a beaucoup de bénéfices à l'activité physique, hein. Il y a des bénéfices juste sur la circulation sanguine, là, si vous voulez imaginer un peu toute la chose, puis même, ça permet de faire le lien avec l'Alzheimer, hein. Les gens qui sont plus actifs physiquement, juste l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la vascularité, en fait, du transport du sang à travers le corps va faire en sorte qu'on va mieux éliminer tous les déchets. Et ça, c'est très clairement démontré. Et ce serait probablement une des raisons pour lesquelles on a jusqu'à 50 justement de réduction de risque de la démence et de l'Alzheimer juste avec l'activité physique, parce que la démence et de l'Alzheimer est entre autres causée en grande partie par de l'accumulation de déchets au niveau du cerveau. Si on améliore la circulation sanguine, c'est comme si on laissait passer le camion à déchets plus souvent. On va faciliter, en fait, la sortie tout simplement des déchets, l'élimination des déchets. et je rajouterais une chose, moi, que j'ai constaté, c'est de courir avec, moi, je cours beaucoup, là, mais courir avec quelqu'un avec qui on est capable de partager nos problèmes. C'est fantastique. Quand on court, on sort le méchant, puis on dirait que on est bien après, là. Je ne sais Ah, pas ben si ça, vous c'est avez déjà intéressant. fait cette expérience-là, faire de la course avec quelqu'un régulièrement. C'est pas facile de trouver un compagnon ou une compagne de course, là, mais quand on a cette chance-là, ben, ça vaut la peine. Oui, ben c'est intéressant. Ça amène un élément, une motivation de plus. Mais ce Oui, que vous avez dit, absolument. en fait, hein, techniquement, moi, ce que je voulais faire, puis j'ai pris une décision en 2013 en lançant la nouvelle entreprise Idon Technologies de faire une différence, en fait, dans la longévité, en y allant pas seulement qu'en faisant de la recherche, puis on a décidé par la suite d'amener les fruits de la recherche le plus rapidement possible dans le marché avec les produits de santé naturelle, mais aussi d'écrire des livres, vous en avez parlé, en fait, mais d'écrire aussi sur le blog, d'amener d'autres professionnels à le faire. On est plus de 30 maintenant qui écrivons sur le blog de Vitali. C'est vraiment toute une équipe, en fait, c'est extraordinaire. C'est plus de 30 experts qui collaborent au blog, dont plusieurs médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des gens de tous les horizons en tant que tels. Et là, maintenant, ce qu'on a ajouté avec la pandémie, c'est les événements, les conférences. Et ça marche beaucoup. Et puis, on va continuer tout simplement. Il y a des gens qui se demandent pourquoi on fait des conférences gratuites. Ben justement parce que j'y crois, tout simplement. Je crois à l'idée qu'avec les années, on va faire changer la mentalité des gens pour essayer de ramener le monde à prendre la responsabilité de leur santé en main, à réaliser que, avant tout, les meilleurs outils qu'ils ont pour s'occuper de leur santé, c'est eux autres en premier lieu. Que par la suite, oui, c'est bien si on a un système de santé, puis c'est bien qu'il soit gratuit, là, mais on devrait tous se sentir responsables de notre santé avant tout. Puis il y a énormément de choses qu'on peut faire. En fait, techniquement, on sait tous qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de vivre comme les gens des populations centenaires. On est tous capables de l'apprendre. En fait, ce n'est pas chinois, ce n'est pas très compliqué, là. Donc, on serait tous capables de le mettre en application. Donc, il faut le faire connaître, il faut mieux l'expliquer, il faut essayer de motiver les gens à le faire. Il faut essayer de remettre un peu de valeur à travers tout ça, en fait, parce qu'on dirait qu'on perd de vue, comme si tout ce qu'on avait d'intéressant à faire dans la vie, c'est d'être frustré. Là. Ben, c'est pas ça, non. Non, absolument pas, absolument pas.
Et puis, une chose que Jean-Christophe disait aussi, que j'ai trouvé intéressant, on a besoin de se faire rappeler constamment, justement, toutes ces choses-là parce que c'est facile de se dire, des fois, le sofa nous appelle un peu trop fort, hein? Alors, Ouais, je pense mais que c'est bon. oui, puis des fois, on prend des angles différents. Des fois, on prend d'autres exemples ou d'autres personnes en exemple. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que justement, Jean-Christophe est quelqu'un qui va s'entraîner 4-5 minutes par jour, mais peut-être 5-6 fois par jour, 4-5 minutes. Parce qu'il a pris le goût, en fait. Il a développé ce réflexe-là. Lui, il aime beaucoup ça. Écoute, il m'a déjà expliqué là, que le matin, là, il est incapable de ne pas partir sa journée en s'activant, en bougeant beaucoup, tout de suite en partant le matin. Sinon, il trouve que sa journée n'a pas de saveur, qu'il ne se sent pas bien, qu'il n'est pas bien dans sa peau. Fait que, mais c'est génial. Et oui, Fait je que, comprends. fait que suite à avoir eu son exemple, je me suis mis à faire un peu la même chose. Autant le matin, en fait, que même pendant la journée. Moi aussi, j'aime ça. J'aime pas beaucoup me réserver 45 minutes pour aller m'entraîner. Je vais le faire quand même 2 fois par semaine, des fois 3 quand même. Mais ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est prendre 5 minutes pour aller faire quelque chose. Ah oui, ça ne me dérange pas, là. Puis ça, j'aime bien faire ça, là. C'est que je vais avoir à aller ailleurs dans la maison, parce que moi aussi, je travaille de la maison. Je vais avoir à aller ailleurs dans la maison pour aller chercher quelque chose, faire ben, je vais en profiter pour faire un peu d'exercice ou je vais faire mes push-ups que je ne les ai pas faites. Puis là, je vais faire exactement comme JC fait. Je me suis dit, ah, ben, regarde donc, pourquoi pas, c'est une très bonne idée, ça. Donc, c'est facile Mmh. de développer d'autres habitudes, tout simplement. Puis c'est vrai que JC il est excellent pour donner des trucs sur comment les mettre en application dans notre journée, comment ça devienne une routine. Et Dr Lambert m'expliquait là-dessus, justement, que surtout pour les gens qui sont très occupés en tant que tels, on va tous développer, en fait, des habitudes qui vont nous amener à prendre le moins de décisions possible. De la même Mmh. façon, les saines Mmh. habitudes de vie, il ne faut pas avoir à le décider. Il faut que ça vienne des habitudes, qu'on ne le décide pas. On ne prend plus la décision de le faire, tout simplement. On le fait comme si c'était une routine. Euh, pour garder, en fait, notre capital, comment on appelle ça, Dr Lambert? Euh, c'est un, Capital santé, quelque chose comme ça? Non, c'est un capital de motivation, là, mais ah, OK. c'est un capital. On a une certaine quantité, si on veut, d'énergie qu'on va vouloir appliquer, en fait, cognitivement aux décisions qu'on va prendre. C'est que les journées qu'on prend beaucoup de décisions, qu'on fait beaucoup de choses, le soir, on n'a plus le goût de rien faire. Ça, Ouais, c'est vrai, bon, ben c'est ça. effectivement. Fait que techniquement, les gens qui sont très occupés, habituellement, vont développer beaucoup d'automatismes dans toute leur vie pour ne pas prendre de décisions sur toutes les affaires qu'ils n'ont pas besoin d'en prendre. Mais techniquement, il faut que notre activité physique fasse partie de ces éléments-là. On ne prend plus de décision pour ça. On le fait parce qu'on le fait là tout le temps, puis parce qu'on aime ça, puis parce qu'on s'est habitué à le faire de même. C'est ça. Effectivement, je confirme, parce qu'il y a des fois que ça ne me tente pas d'aller courir, mais c'est l'automatisme qui parle, puis j'y vais quand même. Non, puis la Ça, c'est motivation, c'est sûr. intéressant. Moi, j'ai beaucoup raconté qu'avec la pandémie, je me suis remis beaucoup plus en forme avec la pandémie. Pourquoi? Mmh. Parce que je cours pour passer mes frustrations. Oui, 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 Je suis rendu bon. Aïe, aïe. Ouais. Effectivement, effectivement. pour brûler du stress, passer mes frustrations, ça fait qu'on peut toujours aussi chercher dans nos sources de motivation des éléments qui vont nous amener à améliorer certaines de nos habitudes de vie. C'est fantastique. Fait que, en résumé, si on boucle la boucle, donc il faut qu'on soit, performant, parce que vous avez utilisé le mot performant aussi dans votre capsule de ce midi. Que performant sur tous les aspects, que ce soit la sociabilisation, ça soit l'exercice physique, que ça soit l'alimentation. Je ne sais pas là, est-ce qu'il y en a d'autres, La gestion du stress, la qualité de la vie gestion? sociale. C'est En fait, moi, ça, je les OK. regroupe dans quatre grandes facettes. Dans les habitudes de vie, je les ai simplifiées pour les regrouper dans ces quatre facettes-là. La saine gestion du stress, de l'anxiété, dans laquelle j'inclus le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, puis la qualité de la vie sociale. Puis le cinquième facteur, Donc, qui est un facteur oui, facilitant que j'ai appelé ce soir, en fait, c'est le fait de développer la personnalité des gens centenaires et de réussir à devenir fondamentalement positif.
Oui, parce qu'on connaît tous des gens dans notre entourage, des gens qui ont mauvais caractère, puis on en connaît qui sont décédés, ils décèdent plus vite que ceux qui restent de bonne humeur, puis positifs dans la vie, hein. Ça, c'est un Ouais, tout facteur à fait. Ils ont une important, moins bonne espérance de vie. Ça, c'est clairement démontré. En fait, ce qu'ils appellent le effectivement, neuroticisme. Les gens qui ont des tendances négatives vivent moins longtemps, effectivement. ils ont plus de risques de démence et d'Alzheimer. Puis, dans votre dernier livre, je bouclerai la boucle là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est Vivre jeune, ne soyez pas esclave de votre génétique, c'est sur l'épigénétique, hein. Vous parlez, en fait, que oui, on peut avoir, par exemple, il y a des gens qui ont des facteurs, qui prédisposent à l'Alzheimer, mais qui ne le développent jamais. Ah C'est oui, ça, hein? effectivement. Puis il y en a beaucoup par de ça, hein. Je pense qu'on a à peu près, ouais, on a 15 de la population, je pense, qui sont porteurs de la POE4, qui est un des facteurs de risque très important, en fait, de l'Alzheimer, là, qui est un transporteur lipidique sanguin particulier qui réduirait, entre autres, la captation des oméga-3 par le cerveau. Donc, mais oui, c'est une question d'habitude de vie avant tout. Avant tout, hein, c'est ça, On a beaucoup de ces gens-là. Ça exactement. va ramener le risque à la normale. Puis c'est vrai, pas juste dans l'Alzheimer, c'est que dans le fond, même les gens, même les centenaires, là, l'exemple que je prends souvent, c'est justement les centenaires. C'est parce qu'on s'est rendu compte avec le séquençage des génomes qu'on était capable de voir en fait les risques associés à des maladies dans les gens qui sont devenus centenaires pour constater qu'il y avait le même niveau de risque que la population en général. Donc, on a une faible partie des centenaires qui sont chanceux, qui vont avoir des gènes protecteurs, qui vont avoir des avantages comme FOXO, en fait. Si ça vous intéresse, vous regarderez sur Internet ce que c'est, là. Il y a une variante du gène FOXO, OXO, qui augmente de 10 fois les chances de devenir centenaire. Mais outre les gens qui sont porteurs, qui ont cette chance-là, là, il n'y en a pas gros dans la population. Les autres centenaires, ils ont tous les mêmes niveaux de risque de maladie que la moyenne de la population. Ce qui fait qu'ils vont les exprimer ou non, c'est le reste de leurs habitudes de vie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est ce qui m'a fait dire, justement, parce que Jean-Yves, mon ami Jean-Yves Dionne aime bien cette expression-là. En fait, qu'en génétique, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est lu. L'épigénétique, c'est ce qu'on lit de notre bibliothèque d'informations. Et à l'âge adulte, c'est entre 1,5 et 3 de notre génome, de point de vue génétique, qui est lu couramment. Donc, c'est vraiment une infime partie, une petite quantité. Puis nos habitudes de vie, finalement, vont dicter qu'est-ce qui va être lu. Donc, techniquement, c'est ça l'épigénétique. Oh, C'est parfait. Oui, c'est parfait. Ben, je vais terminer parce on avait convenu d'une heure, puis je vous remercie énormément et j'invite les gens à aller sur le site de Vitoli et puis aussi sur votre site personnel pour voir vos livres. oui, à Merci, esimard.com. Merci beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.